Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Devoir de mémoire à l'égard des soldats de la Première Guerre mondiale, 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Aujourd'hui, cérémonie à Paris et dans toute la France présidée par Emmanuel Macron. Devoir de mémoire aussi à l'égard des otages du Hamas. 63 sont déclarés vivants et toujours aux mains des terroristes. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier à Paris, place du Palais Royal. Reportage Yoann Madec. Hadar Goldin, 23 ans. Au milieu des portraits d'otages et des drapeaux, la foule écoute silencieuse les noms des 101 qui sont encore en captivité. Beaucoup sont émus, comme Marie-Claire. J'essaye de garder l'espoir, mais je me mets surtout à la place de leur famille, quoi. Je trouve ça déjà tellement dur à mon niveau, mais pour les familles, ça doit être horrible. Pour beaucoup ici, c'est avant tout l'attente sans fin qui est pesante. C'est le cas de Dove qui est venu avec sa famille. Tous les jours, on attend, on espère, on lit des informations sur un possible accord pour une libération des otages. Tous les jours, on lit ensuite que c'était refusé. Et dans la foule, certains, comme Ben Lafierme, le sort des otages est lié au leur. Cette situation a une répercussion au-delà des frontières d'Israël. On le vit également en France, mais on l'a vu dernièrement d'une manière tragique. Jeudi soir, pendant le match de l'Ajax Amsterdam, où on s'est cru un petit peu en 40. Et c'est effrayant. Malgré tout, tous aujourd'hui promettent de continuer à se rassembler jusqu'à la libération des otages. Un reportage Yoann Madec, et j'ajoute un peu plus d'une trentaine d'otages sont officiellement déclarés morts, mais toujours retenus par le Hamas selon l'armée israélienne. Emmanuel Macron, lui, sera bien présent au Stade de France jeudi soir pour le match de Ligue des Nations. France-Israël, match à haut risque et dispositif adapté en conséquence, selon les informations d'Europe 1. Et le ministre de l'Intérieur n'a rien voulu changer, ni le lieu, ni le calendrier. 4000 policiers et gendarmes mobilisés, 1600 stadiers déployés tout autour du Stade de France. C'est presque du jamais vu pour ce type de rencontre, Jean-Baptiste Marty. À l'intérieur du stade, à l'extérieur et jusque dans les transports en commun, les 26 unités de CRS et de gendarmes mobiles seront déployées. Objectif, sécuriser un maximum en contrôlant tous les spectateurs pour qui une pièce d'identité sera obligatoire. Pour éviter tout incident, les drapeaux palestiniens seront interdits et les commerces situés à proximité du stade devront fermer à partir de 15h30. Une sécurité inédite qui sera scrutée de près par Bruno Retailleau, lui qui pourrait se déplacer au poste de contrôle du Stade de France pour suivre en temps réel la situation. Le ministre de l'Intérieur doit recevoir aujourd'hui les derniers détails du dispositif et dans le même temps, les joueurs de l'équipe d'Israël arriveront en France cet après-midi, protégés par le RAID. Ces derniers resteront dans le Val d'Oise tout au long de leur séjour. Plusieurs entraînements en tenue secret sont notamment programmés, des séances dans un gymnase ultra sécurisé. Un dispositif de sécurité inédit donc jusqu'à jeudi et ce match France-Israël qui pour le moment n'attire pas les foules. Seuls 20 000 billets ont été vendus sur les 80 000 mises en vente. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1, un dispositif de sécurité hors norme qui n'empêche pas Israël de déconseiller à ses ressortissants d'assister à ce match de football jeudi soir. L'opinion publique israélienne encore marquée par les violences antisémites la semaine dernière à Amsterdam, la capitale néerlandaise, théâtre hier d'une manifestation pro-palestinienne pourtant interdite. Un rassemblement finalement interrompu par les policiers. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées. La guerre en Ukraine au menu de la première conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et c'est ce que croit savoir le Washington Post qui révèle l'information. Pas de confirmation du côté du futur et prochain président américain, quelle que soit la nature de l'échange entre les deux hommes. Cela n'empêche pas le maître du Kremlin de poursuivre sa guerre. Les sirènes d'alerte ont retenti à 6h cette nuit dans pratiquement toute l'Ukraine après le décollage signalé de bombardiers russes. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump avait pourtant fait le pari de la fermeté. Oui, et au cours de cette conversation, Donald Trump aurait affirmé vouloir bientôt une résolution de la guerre en demandant au président russe de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Il en aurait profité pour lui rappeler que les États-Unis disposent d'une importante présence militaire en Europe. Une fermeté qui peut surprendre de la part de Donald Trump. Le futur président estime que son pays donne trop d'argent à l'Ukraine et en privé, il se serait dit disposé à soutenir un accord qui donnerait à la Russie le contrôle de territoires pris à l'Ukraine. Donald Trump souffle donc le chaud et le froid, mais Vladimir Poutine, lui, semble plutôt confiant. Ce qu'il a dit sur la volonté d'améliorer les relations avec la Russie et de résoudre le conflit ukrainien, cela mérite d'y porter attention. L'Union européenne compte bien ne pas rester à l'écart de possibles négociations, et c'est l'Allemagne qui semble être à la manœuvre. Le chancelier allemand a lui aussi discuté avec Donald Trump et s'est dit prêt à travailler avec lui pour un retour de la paix en Europe. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La France est-elle au bord d'une
nouvelle crise sociale. Les clignotants de la colère passent à l'orange, les uns après les autres. Une colère jamais vraiment éteinte dans les campagnes. Éleveurs et agriculteurs promettent un acte 2 de la mobilisation. Seul point positif peut-être l'accord Mercosur, traité de libre-échange entre l'Europe et plusieurs pays dont le Brésil et l'Argentine, ne verra pas le jour. C'est en tout cas ce qu'assure la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. C'est un mauvais accord pour la raison première que ça va faire déferler sur notre pays une quantité de production qui vont venir concurrencer directement nos producteurs. Songez, 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de sucre, autant de volailles. Donc là, ça n'est pas possible. En plus, ça se fait au prix de la déforestation et c'est la raison pour laquelle cet accord ne sera pas signé à Rio dans quelques jours. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, hier sur France Télévisions. Colère dans les champs, mais aussi dans l'aérien et sur le rail. Les préavis de grève se multiplient. Jeudi, ce sera dans l'aérien, effectivement, à l'appel du syndicat national des pilotes de ligne. Le 11 décembre, ce sera au tour des cheminots de la SNCF. Dans la fonction publique aussi, la grogne monte, Barthélémy Philippe. Oui, le ministre Guillaume Kasbarian a aussi confirmé le gel du point d'indice des fonctionnaires. C'en est trop pour les syndicats, à l'image de Christian Grolier, dont l'organisation FO appelle à la grève début décembre. On a appelé, en reprenant un petit peu le ministre, 3 jours de carence, 3 jours de grève. Notre priorité aujourd'hui, c'est de le faire reculer sur la problématique des arrêts maladie. On entend parler d'une mobilisation à venir aussi à la SNCF. Si à un moment donné, il faut faire la convergence des luttes pour gagner, on n'hésitera pas. Justement, tous les syndicats de la SNCF appellent à cesser le travail le 21 novembre. Un échauffement avant l'appel à la grève illimitée à partir du 11 décembre. Les syndicats protestent contre le démantèlement de l'entreprise Fret SNCF qui va être scindée en 2 sociétés distinctes, ainsi que l'ouverture prochaine à la concurrence de certains réseaux Intercités et TER. De son côté, le syndicat national des pilotes de ligne appelle à la grève jeudi pour protester contre l'augmentation des taxes sur les billets d'avion. Enfin, les agriculteurs redoutent que la France adhère prochainement à l'accord de libre-échange Mercosur. La FNSEA appelle à une reprise des actions à partir de vendredi. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis les sports, Lyon remporte son derby face à Saint-Etienne. Oui, dernier match de la 11e journée de Ligue 1, favorable aux Lyonnais, vainqueur 1-0. Le Vendée Globe, course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Les 3 premiers se tiennent en moins de 8 km. Sébastien Simon devance Charlie Dalin et Justine Métro. Quelques jours de calme relatif avant d'affronter les conditions difficiles des mers du Grand Sud. Axel May. Redoutée et fascinante, ces mers du Grand Sud constituent le cœur battant d'un tour du monde à la voile. Éric Bellion participe à son 2e Vendée Globe. On va beaucoup pour ces latitudes-là parce que c'est les latitudes australes qui me font rêver, qui me font vibrer. Les éclairages, la vitesse, et c'est en même temps ce que j'appréhende aussi. Il y a 15 ans, Jean Le Cam avait chaviré au large du Cap Horn, ce qui ne l'a pas empêché de prendre le départ de son 6e Vendée Globe. C'est sûr que si on n'était pas en compétition, on passerait pas là où on passe. Voilà, c'est des risques. Il reste toujours une mer assez déchaînée parce que forcément il y a des trains de houle qu'on ne voit pas ailleurs. On est content d'y aller, mais on est toujours content d'en sortir. Comme le résume une autre concurrente, Isabelle Joschke, pendant les 40 jours environ que dure la traversée des mers du Sud, la vigilance est quasi continuelle. Les skippers auront toute la descente de l'Atlantique pour s'y préparer mentalement. Voilà, Axel May. Et puis on espère toujours battre le record en moins de 74 jours. Pour faire la course autour du monde. C'est rapide, hein. Merci. C'est très très rapide. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.